Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la première partie. Quand on pense à la parentalité, on a toujours tendance à penser à la maternité. Et le père est souvent là juste en support, en réalité. Et aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à la paternité, au rôle du père actif dans la parentalité. Je reçois Cédric Ronstein, qui est un créateur de contenu, qui a ce compte Instagram qui s'appelle Papatriarcat, qui a également un podcast qui est associé à son compte. Et ensemble, on va essayer de discuter, même si moi-même j'ai pas d'enfant, du rôle des pères dans la parentalité et du rôle qu'ils devraient occuper, mais aussi de toutes les manières dont on se construit en tant que parent. Donc on va parler de parentalité, on va parler évidemment de paternité. C'est un podcast qui est dédié bien sûr aux parents avant tout, idéalement évidemment aux hommes, peut-être à votre homme, parce que je sais que j'ai quand même plus de femmes qui m'écoutent, pour leur donner aussi peut-être l'envie de se poser des questions sur leur rôle de père. Un épisode qui, j'espère, devrait vous plaire. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Greg. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben, il fait chaud. Voilà. On va pas se mentir, aujourd'hui, il fait chaud. On est, je sais pas quand cet épisode passera, sans doute en septembre. Ok. Mais là, on est au mois de juin, dans la vague de chaleur. C'est ça. Hier, il faisait 35, et on est redescendu à 30, 32. Voilà. On n'est jamais mal à faire un petit point météo au début d'un podcast. C'est vrai, c'est bien, hein. Les gens se disent, oh, putain, ça va être chiant. Non, mais il faut le faire, c'est soit quand il fait trop chaud, soit quand il pleut ou quoi, vaut mieux prévenir à cause du son et tout, mais. C'est ça, ouais, mais là, il y a le son, mais c'est juste les gouttes de transpiration. C'est ça. On va parler de paternité, de maternité, on va parler de parentalité. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans un compte Instagram sur le patriarcat, à la base, mais sur la paternité, et de lancer un podcast sur le même sujet? Ben, en fait, à la base, le compte Instagram est là parce qu'il y a le podcast. J'étais pas sur Instagram avant. Ah, du tout? Du tout. J'ai jamais mis les pieds. Et avant de lancer Papatriarcat, tu vois, le podcast. Et en fait, le podcast, c'est à la base une idée de ma compagne. Voilà. Okay. Tu vois, c'est même pas la mienne. Parce que quand notre fille est née en 2018, il se trouve qu'on a fait beaucoup de choses un peu différemment que les gens autour de nous. On a fait beaucoup de cododo, allaitement pendant 4 ans, tu vois, sur la grande. Oh, wow. Ouais. Tout ce qui était diversification menée par l'enfant, etc. Enfin voilà, on a testé plein de choses, beaucoup de portages aussi, éducation non violente, etc. Et en fait, moi, je m'étais énormément renseigné sur le sujet. Et il se trouve qu'en plus, on habite Bordeaux et je travaillais à Poitiers à ce moment-là, donc j'avais énormément de temps pour lire, pour me renseigner, pour me documenter. Et en fait, je me retrouvais assez régulièrement à argumenter parce que en parentalité, je sais pas si tu le sais, mais en fait, les gens ont beaucoup d'avis sur ce qu'on fait. Je suis au courant. Tu vois, voilà. Les gens ont beaucoup d'avis, peu importe ce qu'on fait, hein, par ailleurs, mais les gens ont beaucoup d'avis à donner. Et du coup, je me retrouvais souvent à argumenter, mais avec un peu didactique, tu vois, parce que c'est mon métier à la base quand même. Moi, je suis dans le management, donc dans la transmission. Donc je parlais de ça comme ça, entre la connaissance, un petit peu le lien à l'autre, etc., pour essayer de pas rentrer dans la confrontation. Et en fait, c'est ma compagne qui m'a dit, mais franchement, chérie, il y a pas un mec qui en parle. Donc là, on est en 2018. Et elle me dit, franchement, ça serait cool si tu faisais un podcast, tu vois. Ouais. Moi, si tu veux, à ce moment-là, je travaillais à la Fnac, c'est la fin d'année. Je lui dis, écoute, plus tard, tu vois. Et puis en fait, en janvier, je quitte mon emploi et Ah, carrément? Ouais, mais ça, c'était prévu. Ah, d'accord. C'était prévu. Parce que je voulais rester près de ma femme et ma fille, tu vois. Quand je te dis qu'on prenait des décisions que personne ne comprend, moi, j'étais cadre à la Fnac. Et du coup, j'ai tout quitté pour rester près de ma fille et de ma femme. D'accord. Ok. Et décision que personne n'a compris. Non, est-ce que tu aurais pu prendre un congé? Non. Bah, en fait, quand c'était après la naissance, pour la naissance, j'avais déjà pris mon congé paternité. J'ai pris 2 mois de congé parental. Financièrement, je pouvais pas tenir plus. Mais je suis parti du 1% qui a pris son congé parental. Et en fait, c'était vraiment après, tu vois, ça tenait pas. Je travaillais trop, j'étais trop loin. J'avais fait des tentatives de rapprochement familial et tout. Ça marchait pas, donc j'avais dit, bah écoutez, je vais juste partir. Voilà. La priorité, c'est ma femme et ma fille.
Donc voilà. Et donc, finalement, en janvier, je dis, tiens, tu sais quoi, je vais acheter un micro, je tape un truc à 20 balles sur Le Bon Coin, je me forme sur YouTube pour monter sur Audacity, tu vois. Et puis je lance ça en mars, un compte Instagram. Et puis, bah écoute, ça plaît. Là-bas, je faisais des épisodes tout seul. Et puis finalement, il y a eu des invités. Parce que le Covid aidant aussi. Parce que du coup, les gens étaient très dispo. Des gens que moi, je pensais très peu dispo sont devenus très dispo. Donc, c'était cool. Je pense notamment, tu vois, à Noémie Delattre qui était devenue très disponible. Et en fait, tu me posais la question du nom. Pourquoi pas patriarcat? Parce qu'en fait, je voulais oser parler de patriarcat. En 2018, c'était encore un peu un gros mot, tu vois, un mot un peu tabou je me souviens plus. Chez les gens lambda, tu vois. Ouais. Et je voulais qu'il y ait papa, parce que qu'on comprenne que j'étais papa et que j'avais parlé de ça. Et puis le petit jeu de mots, c'est pas de patriarcat. Bon, après. Ah, je l'avais pas compris. Pour moi, j'avais eu papa. Patriarcat. Voilà. Et mais c'est bien parce que ça parle aussi. Au final, tu vois, avec le temps, les gens l'entendent aussi comme le patriarcat dans la paternité, etc. Vraiment la source, qui par ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est la source. Ben voilà. Donc c'est aussi une critique de ça. Donc tant mieux. Et voilà comment on en arrive à ça. Et après, j'avais pas du tout parié sur ce succès-là. Moi, j'avais dit à ma compagne, tu sais, chérie, si au bout d'un an, il y a 1000 écoutes sur le podcast et 500 abonnés sur Instagram, c'est déjà énorme. Bah, au bout d'un an, il y avait 250 000 écoutes sur le podcast et 20 000 abonnés sur Instagram, donc c'était plus qu'énorme pour moi. Incroyable. Et donc, ça fait 7 ans. En 7 ans, t'as appris énormément de choses. J'imagine que tu t'es beaucoup documenté. En plus de... Enfin, donc, il y avait vos croyances, ou en tout cas vos usages personnels pour votre couple. Donc, tu avais déjà bien documenté, j'imagine. Ouais. Mais là, tu as appris encore plus de choses que tu as reçues entre-temps. Pas mal d'experts. 7 ans, c'est très long pour un podcast. Ouais. Bon, ça fait 8, mais... c'est ça, 2010. Non, moi, c'était 5 ans le podcast, là, du coup. Parce que ma fille est née en 2018 et j'ai lancé le podcast en 2020. 2020, d'accord, 2020. Enfin bon, 5 ans, c'est quand même long. Oui, parce que je pense que Clémentine, Sarah, c'est 2019. Juste avant. L'année d'avant. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas trop, j'essaie de me souvenir. Ma compagne écoutait La Matrescence, justement. Ah, d'accord. Et Bliss, je pense que c'est 2018, si je me souviens bien. Encore avant. J'essaie de remettre... ça doit être encore avant, parce que j'avais vendu son livre en travaillant à la Fnac, donc... C'était pas avant, parce que elle a lancé après moi, c'est sûr. Ouais, c'est ça. 2018, ouais. Je pense que c'est 2018. Ouais. Ça fait du temps. Et ça fait du temps. Celle qui était avant tout le monde, les deux qui étaient avant tout le monde, c'était Clotilde avec Change ma vie et Lorraine Bastide. Ouais, c'était 2016, si je me trompe pas trop. Quelle aventure. Les deux dinosaures. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans ce que t'as appris au cours je sais pas si c'est une question que je peux poser parce que c'est très compliqué. Non, mais je peux poser la question bien sûr, c'est juste que c'est compliqué de répondre, c'est pour ça que je dis ça. Vas-y, dans ce que j'ai appris? Ouais, c'est quoi le truc le plus choquant que t'aies appris, mais bon, c'est tellement large que bon. Non, moi ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est à quel point les enfants sont la dernière roue du carrosse dans la société, à quel point ils sont pas considérés. Ah, tu trouves ça? Ah oui. Ok. Oui. Bah, je sais pas si tu connais les notions d'adultisme et d'infantisme, tu vois. Non. Bah, l'adultisme, c'est le fait c'est un système d'oppression, comme le patriarcat, si tu veux, qui fait que les adultes créent une société par les adultes, pour les adultes, tu vois. Et donc, c'est un peu l'équivalent du patriarcat, si tu veux. Et l'infantisme, en fait, c'est l'ensemble des discriminations dont sont victimes les enfants, de par du simple fait qu'ils sont enfants. Ça fait partie de l'agisme, si tu veux. Déjà, le fait de n'avoir aucun droit de citoyen. Le fait de, par exemple, qu'on peut ne pas tolérer les enfants dans certains espaces publics, leur présence. Le fait que, par exemple, tu peux très bien aujourd'hui parler du groupe social enfant en disant sur les réseaux sociaux, dire « je n'aime pas les enfants » et ça passe crème. Tu peux, je pense notamment aux propos de l'ancien préfet de l'Hérault, qui est maintenant au ministère de l'Intérieur et du maire de Béziers. J'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Je sais pas, mais en tout cas d'extrême droite. Ces deux-là ont dit sur des antennes qu'on pouvait gifler les enfants, si tu veux. Alors qu'il y a une loi qui passe en 2009, etc. Donc voilà, c'est l'ensemble de discriminations dont sont victimes les enfants. Lélia Benoît, dans son livre Infantisme, en parle très très bien. Je l'ai reçu dans le podcast aussi. Et ça, c'est vraiment moi le truc qui m'a plus marqué parce qu'en fait, c'est mon point de départ aussi. Moi, à la base, tu veux, si je suis rentré dans même sur le sujet du patriarcat par les violences faites aux enfants. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était pas être un père violent. Est-ce que t'as subi? J'ai connu, moi, alors à mon époque, alors, je précise toujours, j'ai parlé des violences que j'ai connues, donc petit trigger warning, mais aussi, mon éducation, c'était pas que ça, il y a des choses qui étaient chouettes dedans, mais aussi, j'étais pas frappé que par mes parents, par les adultes en général.
Les profs me frappaient, la boulangère m'a déjà frappé, etc. Et donc je prenais des gifles, des fessées, des coups de martinet, des coups de badine, tu sais, sur les mollets. Des badines, c'est des petites branches fines qui fouettent bien. Ma grand-mère adorait ça. Je fais beaucoup le martinet, mais... Ben voilà. Et bien sûr, insultes, punitions, humiliations. Le packaging années 80 de l'époque, tu vois. Mais en tout cas, moi, je voulais pas ça. Le truc, c'est que je savais pas ce que c'était. Si j'étais pas violent, je savais pas ce que c'était d'être un père, en fait. Et oui. Donc, si tu vois, s'il y avait pas cette notion de peur et tout, donc j'ai dû déconstruire un peu ça. Je suis aussi passé par une thérapie donc là, j'ai 42 ans au moment où je te parle. Donc, il y a 10 ans, je finissais ma thérapie, qui a tout changé puisque je me suis reconnecté à mes émotions, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi sur ce chemin-là. Je pense que c'est cool de faire une thérapie avant d'avoir des enfants. Ça me semble indispensable. Clairement, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai observé ce système de domination, de violence envers les enfants. Et c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un tas d'autres systèmes, quoi. Vraiment. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, on en avait parlé un tout petit peu avant, et tu sais, il y a ce bouquin sur le burn-out parental. Ouais. Et je me disais, j'ai l'impression que par rapport à avant, on va dire, que l'enfant est beaucoup plus central dans nos sociétés. En dehors d'Instagram, il est très très présent aussi, et que du coup l'enfant est roi alors qu'il n'a jamais été aussi roi dans toute son existence, parce qu'avant on faisait aussi des enfants pour travailler, en fait, pour qu'ils puissent travailler, et puis s'il y a un enfant qui mourait, c'était un peu une forme de normalité, donc du coup on n'en faisait pas une grande cause, quoi. Bah, le truc, c'est que les chiffres vont pas dans ce constat-là. D'accord. Hein. La notion d'enfant roi, c'est une notion qui est inventée par les réactionnaires adultes. Putain, je suis réactionnaire. Non, parce que je pense que tu l'utilises sans... Je l'utilise pas. Moi, j'ai pas d'enfant. Mais je l'utilise pas. Mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. D'accord. À chaque fois, tu dis, mais ils sont où ces enfants rois, tu vois? Ils sont où ces enfants qui font ce qu'ils veulent? En vrai, tu vois, dans la société. Aux États-Unis. Non, mais même, tu vois, je veux dire, ils sont où? Quel enfant, tu vois, faire vraiment ce qu'il veut de sa vie? C'est pas souhaitable non plus. Enfin. C'est pas forcément souhaitable, un enfant, parce qu'il y a un enfant, il est pas capable de prendre des décisions. mais surtout ça n'arrive pas. Les enfants vivent dans un cadre, etc. Mais tu vois, quand je te parlais des chiffres, c'est aujourd'hui la Fondation pour l'enfance a un baromètre qui sort tous les 2 ans là-dessus. 81% des parents utilisent encore des violences régulièrement sur leurs enfants. 81% des parents utilisent encore des violences régulièrement sur leurs enfants. En France? Oui. Des violences physiques? Non. Ah non, t'as les violences physiques et psychologiques. Ah oui, d'accord. Les violences physiques, par exemple, t'as encore 23% de gifles, un petit peu plus de fessées. Donc tu vois, on est. Et quand ils font les stats, je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'ils prennent genre une fois, ou est-ce que c'est genre régulier? Alors là où la question dans cette enquête pour moi devrait être posée différemment, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait ils te demandent est-ce que vous avez exercé telle pratique dans les 7 jours précédant l'enquête. Ah oui, donc donc c'est régulier. Enfin, c'est régulier. Enfin, voilà, faut vraiment pas avoir de chance. Et surtout, en fait, t'as quand même des inconnus. C'est-à-dire que si t'as mis une gifle à ton gamin il y a 10 jours, bah, tu peux dire, non. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit c'est au moins ça ou régulièrement, tu vois. Parce qu'une semaine, c'est très court. Voilà. Et on est aussi dans un pays, rapport de l'IGAS, où un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Ok. Tu vois. Enfin, c'est la France. Et donc moi, c'est pas par rapport. Non, t'inquiète. Quand dans ce pays-là, on te parle d'enfants rois, ils sont où? Et alors quand on te parle de burn-out parental, tu réagis comment? Alors burn-out parental, par contre, c'est lié aussi, si tu veux. Mais comment dire? Le burn-out parental, c'est une réalité, mais qui est pas forcément liée à une espèce de prise de pouvoir infantile ou quoi, si tu veux, c'est pas ça. Pour moi, le burn-out parental, il est avant tout lié à la pression qu'on met sur les parents, aussi parce qu'on fait moins d'enfants, donc il faut les réussir, avec tous les guillemets que je peux mettre sur réussir. Des énormes voilà. guillemets, si vous regardez la vidéo. On va faire comme ça, il faut les réussir, tu vois. Je vais me mettre les 2 mains. Mais non, mais vraiment, on est sur là-dessus, il y a une énorme pression qui est mise là-dessus, mais une pression qui est mise aussi par la société avant tout, tu vois, en fait, c'est pas et la société, c'est pas les enfants qui la font. Non. Donc encore une fois, tu vois, on aime bien mettre les sujets sur les enfants, mais c'est pas eux. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé en France, qui se passe pas forcément dans d'autres pays, c'est que mais qui est en lien avec les droits de l'enfant, tu sais, la Convention internationale des droits de l'enfant 89-90. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette convention, ce qui est écrit, c'est les États parties doivent. D'accord ? Les États parties doivent.
bon nombre de pays, que ce soit la Suède ou même l'Espagne encore plus récemment, etc., on dit ok, donc quand on met une politique en place, il faut des moyens. En France, les États parties doivent, c'est transformé en les parents doivent. Oui, et j'allais t'en parler Tu vois. de la pression individuelle dans une société individualiste Bien sûr. versus la société, parce qu'il y a, enfin, je pense que c'est un énorme problème. Mais l'exemple le plus flagrant pour moi, si tu veux, c'est la loi de 2019, du 10 juillet 2019, qui donc indique que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Elle est sortie, et là on remarque deux choses. Un, on ne s'adresse qu'aux parents, puisque cette loi ne touche que l'autorité parentale. Il n'y a aucun texte. Elle n'est pas étendue malgré les demandes régulières de défenseurs des enfants, donc l'adjoint défenseur des droits à la défenseur des droits. Cette loi ne s'applique pas dans les institutions, dans les structures accueillant des enfants. Donc déjà, on ne parle qu'aux parents. Et le deuxième point important, c'est que, ok, c'est joli, on a fait un texte, machin, ça colle à l'article 19 de la CIDE, c'est super, mais quels moyens on donne aux parents, en fait? Comment est-ce que tu fais sortir une société entière qui frappe les enfants régulièrement, en leur disant juste maintenant, c'est terminé? Sans les accompagner, sans donner des moyens, tu vois, si on prend par exemple encore une fois avec la Suède quand ils ont mis ça en place eux 40 ans plus tôt en 1979, il y a eu des campagnes. Alors Marion Querc, qui est une grande experte de la Suède, pourrait t'en parler mieux que moi, mais il y a eu des grandes campagnes sur toutes les bouteilles de lait. T'avais la loi qui était sortie, t'avais des numéros pour que les enfants puissent signaler, t'avais des numéros pour que les parents puissent appeler à l'aide, puissent être accompagnés. En France, ça s'est passé quoi? Tu vois? Oui, pas grand chose après. non, mais c'est vraiment un sujet que je connais pas. En fait, Rien. c'est ça que je trouve génial. Parce que moi, le sujet, que je trouve génial. Comme j'ai pas d'enfant, mais oui. Je me suis intéressé à la question. Tu vois, je fais plusieurs épisodes, etc. Mais tu vois, pas vraiment en fait dans l'absolu. Mais on a juste dit, et en plus en termes de communication, c'était catastrophique parce qu'on a juste dit partout dans les médias, loi anti-fessée et les parents n'ont plus le droit de frapper, de donner une fessée. Alors toi, je sais pas comment tu réagis, mais moi en fait, à partir du moment où tu me dis tu n'as plus le droit de, peu importe ce qu'il y a derrière, je vais me sentir traité injustement. Tu vois. Bien sûr. Donc la communication était horrible. Et en fait, le problème, tu veux, c'est que du coup, rien que ça, si tu veux, ça met une pression énorme sur les parents parce qu'il faut avoir une éducation non violente. Et ça, c'est important. Mais en fait, on t'a jamais dit comment faire. Tu vois. Enfin. Et alors Alors, j'ai deux questions. Vas-y. La première, je sais pas si tu connais le docteur Shefali. Oui, bien sûr. Que j'ai reçu pour le coup, elle. Que j'ai reçu aussi grâce à toi. Ah oui, parce que je l'avais passé à Clémentine à la base. C'est ça. Ouais, je l'avais mis en relation avec Clémentine, Sarla. Et je savais pas qu'elle l'avait, qu'elle t'avait remis la connexion derrière. Elle est super. Ouais, et du coup, j'allais te demander ce que tu penses. Moi, j'aime bien cette idée, en tout cas, qu'elle défend, où elle dit, tu dois, alors je l'ai en anglais, alors, du coup, mais tu dois élever un enfant moyen. Ce qui est pas un truc très classique en général. On a tendance, et je le vois chez mes amis qui ont des enfants, quasiment tous, elle est tellement smart, tellement intelligente, tellement ci, tellement ça. Tu vois, on met beaucoup de superlatifs, ce qui est génial par ailleurs, tu vois, parce que surtout si on leur dit à eux, parce que bon. Et parce qu'il faut les réussir. Mais exactement, tu vois, il y a une pression à la réussite des enfants, il y a une pression à ce que ton enfant soit meilleur que les autres. Il y a notre ministre de l'Éducation qui dit, je suis très très en désaccord pour le coup, mais qu'un enfant en maternelle devrait savoir déjà ce qu'il veut faire plus tard. Parcoursup à 50. C'est ça. Évidemment, hein, je veux dire, c'est certain qu'un enfant à 5 ans, à part être pompier, policier ou infirmière, je pense qu'il a pas, ou médecin, mettons. Il y en a quelques-uns qui ont des rêves autrement, mais bon, a priori, voilà. Ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Donc bref, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'un enfant moyen? Ce qui est pas très sexy, a priori. Mais en fait, le truc, tu vois, c'est que, moi, ce à quoi ça me fait penser, et j'avais adoré cette interview de Dr. Shefali chez toi, où elle expliquait vraiment ça avec toute la clarté qu'elle peut avoir. Il faut accepter en effet que notre enfant ne soit pas exceptionnel. Mais encore, ça, très bien, si tu veux. Pas de souci, c'est une vraie démarche. Déjà parce qu'on est aussi guidé par l'amour, si tu veux, on a envie que notre enfant vive des choses incroyables et tout. Mais on est aussi guidé par une société et par... je sais pas si t'as déjà vu le documentaire Alphabet, qui est hyper intéressant, avec notamment le neurobiologiste allemand Gerhard Hüther et mon ami André Stern aussi qui est dedans. André Stern qui est passionnant. Et Gerhard Hüther, il a cette phrase, tu vois, où il part de l'école, il dit, et je vais faire le lien après, t'inquiète, où il dit le premier problème de l'école, c'est pas de ne pas savoir développer les talents, c'est de les avoir hiérarchisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'école, si tu es nul en français et en maths, à l'école en France,
enfin nul, si en tout cas t'es pas au niveau, on va dire, attendu en français, en maths, mais que tu excelles en musique, que tu excelles en art plastique, ou quoi, on s'en fout, en fait. Parce que t'as pas les bons talents. Tu vois. Et ça, en fait, ça aussi, ça se répercute par rapport à ce qui a attendu des enfants. Je vais te raconter une anecdote de parents, tu vois. Quand ma fille avait 2 ans et demi, je vais voir des amis dans le sud qui avaient aussi un garçon à peu près du même âge, tu vois. Alors, faut savoir que ma grande Sarah, elle a eu beaucoup de vocabulaire très vite et de façon assez distincte. Et l'enfant de mes amis, il n'avait pas ce développement-là. Par contre, niveau moteur, il grimpait partout. Enfin, c'est un garçon. Ouais, c'est un garçon, il grimpait partout. Mais c'était incroyable. Et ce qu'il y avait de très drôle, si tu veux, c'est que avec mes amis, en fait, on était chacun émerveillés des qualités de l'enfant de l'autre. Oui, bien sûr. Tu vois? Et parce qu'en fait, on voyait chez nos enfants que ce qu'ils n'avaient pas. Ouais. Et on s'émerveillait pas des qualités qu'ils avaient développées. Ouais. Surtout qu'en plus, pour les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent, sachez que de toute façon, de 12 à 24 mois, l'enfant va développer, sauf cas exceptionnel, soit la motricité, soit le langage. Parce qu'en fait, ça demande trop d'énergie au corps pour vraiment développer les deux en même temps. Donc voilà. Et en fait, on s'est regardé un moment, on s'est dit, mais c'est fou parce que on avait perdu cet œil, tu vois, d'émerveillement par rapport aux qualités et aux talents de nos enfants. Et ça, c'est un truc qui nous vient aussi de la société, beaucoup de l'école française quand même, tu vois, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit que ce qui va pas, tu vois. On pointe ce qui va pas en France. On est là, on souligne, on t'écrit en rouge, on entoure, tu vois. Et même quand tu as 19 sur 20, on arrive à t'écrire ça en rouge, et en ayant bien entouré la seule faute. C'est très motivant. Tu vois. Et en fait, ça se répercute aussi, tu vois. Et du coup, quand ton enfant développe un talent, on va dire, qui est reconnu socialement, en l'occurrence, tu vois, pour ma fille, le langage, t'as tendance à te dire, ok, oui, peut-être qu'elle est au-dessus, peut-être qu'elle est en avance, peut-être que machin. Et puis, tu sais, moi, j'ai travaillé à la Fnac. Ce que t'évoques là, c'était très drôle parce que à chaque fois, il y a cette phrase, surtout chez les grands-parents, où ils viennent acheter, tu vois, au rayon, m'occuper des produits éditoriaux, donc au rayon jeunesse, des livres, des activités, etc. Et ils te disent toujours, vous savez, il ou elle est très avancé pour son âge. C'est incroyable, c'est moi, tous mes amis, tous leurs enfants sont avancés. Mais oui. Et moi, je dis oui, très bien. mais en plus, tu vois, avancé par rapport à quoi, tu vois? Parce qu'on a vraiment perdu la notion de ça. Et du coup, on se met la pression parce qu'il faut qu'on ait coché telle case, à tel âge, à tel moment, tu vois. Mais ça démarre dès tout petit. Tu vois, tu me parlais de la pression parentale, mais quand dès la maternité, on te dit, il faut que en tant de temps, ton gamin ait pris tant de poids. Oui, on a beaucoup de pression. Il y a une pression tout de suite et qui est souvent en plus focalisée sur les mères, quoi. Alors, on va en parler. Mais avant d'aller là, parce qu'évidemment, on va beaucoup parler de cette histoire de père-mère. Ça va être une grosse partie de la conversation, donc je voudrais juste... avant d'aller là, il y a le deuxième sujet que je voulais toucher, c'était sur société versus individu. Parce que... Et je suis pas sûr d'avoir un avis très clair sur le sujet, pour être sincère. D'un côté, on dit c'est pas à l'école d'éduquer les enfants, ou en tout cas d'éduquer dans le sens le respect d'un certain nombre de règles, toute une série de vivre en société d'une certaine manière. Et de l'autre côté, moi je pense que on met trop la pression sur les individus, de manière générale. Et je sais pas exactement où mettre le poids, comment toi tu vois les choses sur la séparation école-parent sur moi je pense, tu veux, qu'aujourd'hui, c'est une question très complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, elle me pose là, parce que il y a plein de sujets en fait qui viennent se mélanger. D'une part, à l'école, à la base, c'est l'instruction. On est là pour instruire. Le problème, c'est que pour ouvrir aussi. Oui, mais justement, tu vois, c'est que le problème, c'est que à l'école, en tout cas en France, on a confondu deux choses importantes. Je citais mon ami André Stern, on a confondu apprendre et apprendre par cœur. Premier gros point, si tu veux, c'est qu'on veut que les enfants, on les remplit de connaissances et on veut qu'ils les recrachent. Voilà. C'est ça qu'on fait. Et je parle bien de l'école en France parce qu'en fait, l'école dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est plutôt cool. Et je sais pas si tu sais, mais moi, ma fille, elle a fait 2 ans d'instruction en famille, en fait. Ah, mais non, je sais pas. Donc elle a été, voilà, et elle y reviendra quand elle veut. Je suis prêt à la déscolariser quand elle veut. Parce que c'est passionnant, mais c'est peut-être un autre sujet. Mais en tout cas, le but, c'est l'instruction au départ. On est là pour transmettre des connaissances.
sur des matières, etc. Aussi sur souvent, tu vois, même quand on est petit, sur comment fonctionne le monde. Les leçons de choses n'existent plus. Ça, c'est peut-être dommage parce que c'était intéressant. Tu vois. Les leçons de choses qu'il y avait à l'époque de l'école de mes parents, tu vois, qui étaient des choses en fait très basiques du quotidien. En fait, t'apprenais en parlant du quotidien. Tu réfléchissais à des situations du quotidien ou que tu pouvais rencontrer dans ton environnement. Et c'était intéressant parce que dès tout petit, en fait, on cherchait à te faire réfléchir. C'est après que ça commence à déconner un peu plus. Mais oui, il y a des choses, il y a des instructions qui sont intéressantes à transmettre à l'école. Tu vois, moi, par exemple, en sciences de la vie, alors on appelle ça sciences de la vie au collège, mais tu vois, même en maternelle, on va te parler de la nature, des espèces. Tu vois, ma fille, à 6 ans, elle a fait un exposé sur les papillons. C'était hyper intéressant. Enfin voilà, des choses que forcément les parents n'ont pas toute la connaissance ou le temps pour le faire, parce qu'on a aussi des parents qui travaillent, qui est aussi lié à ça. Donc l'école, elle a cette mission d'instruction. Maintenant, l'école, elle s'inscrit dans une société. Donc on va prendre l'exemple qui fâche, parlons des VARS, voilà, directement. Donc le programme d'éveil à la vie intime et affective et relationnelle et sexuelle. Et je pensais à quelqu'un qui vote extrême droite qui m'a sorti un truc complètement fou là-dessus, mais voilà. Donc, et ça, en fait, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on est dans une société où il y a des agressions sexuelles, où il y a des viols, et à commencer aussi sur les enfants. Et c'est souvent en famille, par ailleurs. Ah non, bien sûr, 80% des agressions sexuelles sur enfants, c'est dans la famille, et 90%, plus même 92%, c'est le cercle proche, donc quand on est en coach et tout. Et rappelons aussi le chiffre que, en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'agression sexuelle. C'est 3 enfants sur 20 dans une classe. C'est 3 enfants. En fait, c'est 10%. Donc dans une classe où t'as en moyenne 25-28 élèves, t'as 2 à 3 enfants qui sont victimes d'inceste. Là, c'est pour l'inceste, ce chiffre-là. C'est spécifiquement l'inceste. Principalement des petites filles. Et principalement des petites filles, 80%. Et si tu veux, donc on a cette réalité-là. Et aujourd'hui, moi, tu vois, c'est un débat que j'ai eu dans l'école de ma fille. Puisque moi, c'est une question que j'ai posée à la réunion de début d'année, tu vois. Je dis, qu'est-ce qui est prévu sur les VARS et tout. Donc, bien sûr, on a eu un petit échange parce que il fallait un peu lever les croyances là-dessus, puisque l'extrême droite fait un gros travail de désinformation sur le sujet en disant que à 5 ans, on veut apprendre aux enfants à faire des fellations ou à se masturber. C'est exactement ce qu'on m'a dit et j'étais là, genre, mais de quoi tu parles ? Alors que pas du tout. Alors, pour info, si les gens ne croient pas, le programme est disponible sur le site du gouvernement. Allez le lire. Voilà, vous verrez à quel point c'est clair. En revanche, en effet, ce qu'on va travailler les premières années, tu vois, ça va être la notion de consentement, la notion de rapport au corps, et aussi le fait de nommer les vraies parties du corps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça choque, qu'un enfant de 3, 4, 5 ans connaisse le mot pénis, vulve, etc., mais en fait, ça le protège. Parce que savoir nommer les choses, ça permet, en cas de situation anormale ou inadaptée, de pouvoir l'expliquer. Et en même temps, j'ai une amie qui est directrice d'école, et qui m'a dit... En fait, il est hors de question que mes professeurs apprennent ça aux enfants, parce qu'en fait, elle me dit d'abord, ils sont pas tous très à l'aise avec le sujet. Ils peuvent avoir des croyances religieuses qui font que, du coup, ils ont pas trop envie d'aller sur ces sujets-là non plus. Et alors, elle vote pas du tout à l'extrême droite, hein, donc elle était pas du tout dans ces théories que j'ai entendues par ailleurs et qui m'ont choqué, mais elle était pas dans ces théories. Elle me disait juste, est-ce que c'est vraiment le rôle des profs d'apprendre aux enfants des trucs sur leur intimité, c'est pas vraiment leur job, quoi. Tu vois, c'était intéressant aussi d'avoir c'est de l'anatomie, en fait, tu vois. C'est de l'anatomie, c'est du relationnel, et c'est là où après on peut questionner le rôle de l'école. Est-ce que l'école prépare pas à la société aussi, tu vois? Moi, je pense que si. C'est le but. L'école est une micro-société. De toute façon, on y retrouve toutes les inégalités qu'on y retrouve dans la société. Et par ailleurs, l'école française les accentue. C'est important de le rappeler aussi, hein, les rapports. À travers les rapports PISA, en fait, les rapports PISA, je sais pas si tu sais ce que c'est, ça sort régulièrement. Et en fait, l'école française accentue les inégalités, notamment dans les cas de reproduction sociale. Tu vois, par les habits, par quoi? Par les habits, mais aussi par le fait qu'en fait, et c'est pour ça que c'était intéressant que tu aies cité Elisabeth Borne tout à l'heure, mais en fait, tu crois que le petit qui est issu de milieu populaire, il va, hormis s'il te sort un truc, je sais pas, chasseur de dragons, tu crois qu'il va vouloir faire quoi si son papa est ouvrier? Il va vouloir faire comme papa, il va vouloir faire comme maman. Exactement. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait de la reproduction sociale aussi. Je te confirme. Venant de là, voilà. T'as aucun autre exemple autour de toi, donc en particulier les gens de couleur. Enfin bref, il y a tout. Exactement. C'est intersectionnel comme sujet. Donc voilà. Après, le sujet, donc, c'est est-ce que l'école a vocation à agir sur la société? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que moi, l'argument qu'on m'avait sorti dans l'école de ma fille, c'était de me dire, oui, mais enfin, il y a les parents pour apprendre ça. Oui, sauf qu'en fait,
Et là, Puisque le problème vient des parents. Et là, je te laisse imaginer le malaise, parce qu'imagine, la salle est remplie avec tous les parents. On m'argumente ça, et moi, je rappelle les chiffres, je dis, sur les 28 élèves de votre classe, il y a 2 à 3 enfants victimes d'inceste. Donc, ça veut dire que dans les parents présents, il y a soit des incesteurs, soit des gens qui ne voient pas l'inceste, qui se passe sous leurs yeux. Ça a un peu cassé l'ambiance. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Statistique, en tout cas. Avec des gens qui, d'ailleurs, ne sont... C'est ça, et je pense que c'est important de le rappeler. On va pas parler pendant longtemps de ce sujet, mais c'est pas nécessairement des pédophiles. C'est ça qui est assez fou. Hein. C'est-à-dire qu'ils violent leur propre enfant, mais ils sont pas nécessairement pédophiles. C'est-à-dire qu'ils ne violent pas d'autres enfants. Enfin, oui, mais il y a un rapport de... Enfin, après, il y a un rapport de pouvoir, exactement. Mais comme tout... il y a sans doute des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Et donc, si tu veux, une fois qu'on sait ça, est-ce que l'école a vocation à aider les enfants, à les protéger? Moi, je pense que oui. Est-ce que, par contre, mais encore une fois, si tu veux, est-ce que les profs, par contre, qui sont mal à l'aise, ont été formés au sujet correctement? C'est ça, la réponse est non. Tu vois, et là-dessus, encore une fois, mais ça, c'est quand même une spécialité française. On te pond une loi, on te pond une obligation qui est sur le papier et dans la communication extrêmement pertinente et importante, mais dans la réalité des moyens, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien, tu vois. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Par contre, est-ce que l'éducation nationale devrait s'appeler comme ça? Ça, c'est une question qu'on me pose aussi des fois. Est-ce qu'on devrait pas dire instruction nationale, tu vois, pour recadrer? Bon, moi, je pense que la nomenclature, oui. Mais en fait, c'est ça. Dans l'école, il se passe plein d'autres choses que l'instruction. Et, enfin, t'as été à l'école, je suis allé à l'école. Oui. On sait bien qu'il y a des choses relationnelles qui se passent. Il y a des choses qui sont bien en dehors de l'instruction qui se passe au niveau des interactions du vivre avec les autres, exactement, parfois de la pression sociale aussi qu'il peut y avoir, du harcèlement aussi, des moqueries, etc. Mais aussi de la popularité qui peut être vécue comme une pression. Enfin, voilà, c'est une micro-société. Après, c'est la vie, je veux dire, t'as besoin de ça pour évoluer. Exactement. On va pas les mettre dans des bulles non plus, mais bien sûr. Donc oui, est-ce que c'est le rôle de l'école? Oui, pour répondre à ta question, clairement. Alors, je vais revenir sur le burn-out parental et sur la pression faite aux femmes, parce que là, pour le coup, c'est un peu le sujet aussi que je voulais traiter. On va parler des papas, mais évidemment, le gros du sujet, c'est quand même les mamans. Et c'est dommage de le dire, d'ailleurs, parce qu'en fait, ça devrait pas être le cas, mais c'est quand même... Mais ça l'est, c'est la réalité. Voilà, c'est juste la réalité statistique, concrète. C'est ça. La charge mentale, même si la société a évolué, elle est quand même beaucoup chez les mères. Tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, d'une tendance que je connaissais pas, mais des faux nouveaux pères. C'est ça, les faux nouveaux pères? Ouais. Non, en fait, c'est les nouveaux pères. Et il y a Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin qui ont écrit la BD L'arnaque des nouveaux pères. Qui est une BD hyper intéressante, qui vient questionner en fait cette espèce de vague de nouveaux pères, si tu veux, qu'on peut voir dans les médias, dont je peux faire partie, si tu veux, dont on parle beaucoup, les pères font ceci, les pères font cela, etc. Alors c'est marrant parce que on n'arrête pas de te dire les pères font ci, les pères font cela, et d'un autre côté l'extrême droite te dit qu'on détruit le père, donc voilà, il y a une espèce de dissonance là-dessus. Mais en tout cas, oui, il y a ce sujet des pères qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, qui peuvent... on pourrait avoir l'impression, si tu veux, qu'il y a plein de choses qui changent, sauf que la réalité des chiffres est bien différente, quoi. Un des chiffres clés qu'ils utilisent, ces deux journalistes dans leur BD, c'est notamment que 80% des rendez-vous médicaux, via Doctolib, si tu veux, sont pris par les femmes. Sans parler de la prise faut aller chercher les médicaments après. Exactement. Mais au-delà de ça, si tu veux... Tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est, quand on parle de charge mentale domestique et familiale, donc, qui est encore assurée à 72% par les femmes dans les couples hétérosexuels, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de 72%, c'est le chiffre sans enfants. Comment? C'est le chiffre sans enfants. D'accord. Plus il va y avoir d'enfants, plus ça grimpe. Tu montes à 80% quand il y a un enfant, et tu vas jusqu'à 95% à partir de 3 enfants. Moi, j'avais noté ça sur les charges ménagères. Ouais. En fait, un mec tout seul, je connais plus les stats, donc je vais dire n'importe quoi, mais c'est à peu près. Un homme seul, il va faire 12 heures de ménage par semaine, et une femme, ou par mois, je sais plus, j'ai pas les stats, mais je connais les ordres de grandeur. C'est 12 heures pour un homme, 15 heures pour une femme. Et dès qu'ils sont en couple, bah, du coup, la femme, ça monte à 18, l'homme, ça descend à 10. Et alors, s'ils ont des enfants, c'est exactement ça. Et justement, si tu veux, le sujet, il est là, c'est, on a un petit peu parfois cette représentation médiatique. Eux, ils prennent l'exemple de Vianney.
alors au moment où il y a eu un petit peu cette polémique, il n'avait pas encore pris les décisions qu'il a pris, donc je vais y revenir après juste pour lui rendre justice quand même, pour que ça soit pas accusatoire. Mais en fait, si tu veux, Vianney, il avait mis une photo de lui sur Instagram en train de donner le biberon à son bébé, et tout le monde était là, bravo, c'est incroyable, tu fais juste le job, mec. Et c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire, putain, le mec, il se fait, voilà, il profite, enfin, il se fait passer de la pommade juste parce qu'il donne un biberon, alors que c'est juste le taf de base quand même. C'est horrible. Pour quand même rendre justice à Vianney, il faut savoir qu'il a pris d'autres décisions qui montrent que c'était pas juste de la représentation le concernant, puisqu'il a quand même il a annulé sa tournée pour s'occuper de son bébé, pour que sa compagne, qui est musicienne aussi, puisse faire sa tournée elle. Donc ça, c'est quand même un geste fort et important. Et rare, malheureusement trop rare. Et trop rare, bien sûr. Donc voilà. Mais en attendant, le premier exemple que je t'ai donné, c'est quelque chose qu'on voit quand même aussi beaucoup émerger sur les réseaux. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est à quel point les pères, et là j'aime bien dire en me mettant dedans, des fois on peut avoir des comportements assez chelous. Genre, tu sais, le père qui se prend en photo, je vais chercher l'enfant à la crèche. T'as déjà vu une mère faire ça? Tu vois, jamais. Non. Jamais. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on se met en avant comme ça sur un truc qui devrait pas être, qui devrait être juste normal, pas exceptionnel? Et là, après, franchement, tu vois, ça vient sur quelque chose d'assez ambivalent, parce que d'une part, on devrait pas le faire parce que c'est juste normal, mais d'autre part, ça montre l'exemple aux autres. C'est un rôle modèle, tu vois. Mais tu récupères quand même des avantages, ce qu'on appelle le dad blessing. Je sais pas si c'est une notion que tu. De quoi? Le dad blessing. Ah non, ça je connais pas. En fait, c'est une notion qui est hyper intéressante, ce qu'on appelle la sacralisation des pères. C'est comment est-ce que nous, les pères, dès qu'on va faire un truc, si un jour ça t'arrive, tu verras, exactement. On va nous applaudir, on va être les héros du jour. Moi, si tu veux, en étant en portage, en allant faire les courses, tout le monde me regardait avec un air de... Mais vraiment, j'étais le héros du supermarché du coin, tu vois. Ma mère, pareil, m'a beaucoup elle a chanté mes louanges de me voir m'occuper de ma fille, voilà. C'est ma mère, et tu vois, et c'est rigolo parce que j'ai une anecdote là-dessus. Elle me dit, mais tu vois, comme je vais te dire vraiment, c'est l'exemple de l'ambivalence, parce que tu vois, à un moment elle me dit, c'est quand même super bien que tu t'occupes de Sarah comme ça, donc c'était comme pour ma grande. Et je dis, mais non, c'est bon, tu vois, enfin c'est bon, je fais le taf, tu me l'as déjà dit plusieurs fois, fais le taf, c'est bon. Et elle m'a dit un truc très vrai, dans sa réalité, elle m'a dit, oui, sauf qu'en fait, moi j'ai jamais vu un mec faire ça, tu vois, et j'ai le droit d'être fier de mon fils. En fait, ça revient. C'est ambivalent, quoi. Ça revient à un truc que tu m'as dit aussi avant qu'on enregistre, mais je fais le pont au fait que dans l'intégralité du processus de la procréation jusqu'à plus tard, les hommes sont toujours dans un choix. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Non, j'avais fait un post Instagram là-dessus en effet pour indiquer que le premier privilège des pères dans notre société, c'est le privilège du choix. Parce que déjà, t'as le choix d'être père ou pas. Dans le sens tu peux reconnaître l'enfant ou pas. Alors bien sûr, il y a des procédures après, mais bon, faut quand même se les cogner. Et ensuite, très concrètement, t'as le choix de rester à la maternité ou pas. Personne va... En fait, ce qui se passe, tu vois, c'est que si d'assister à l'accouchement. D'assister à l'accouchement, exactement, t'as le choix. T'as le choix de t'occuper de ton enfant ou pas, en fait. Parce que toi... Mais aussi parce que la société considère que le père est un parent exécutant, secondaire. Est-ce que le père est un parent exécutant ou un support de la mère ? Les deux. Dans un premier temps, enfin, les deux, ça va dépendre. Ça va dépendre des situations. Il n'est pas considéré comme un... J'ai l'impression qu'il n'est pas considéré comme un parent, il est considéré comme un support de la mère. Oui, j'entends, mais c'est très vrai ce que tu dis. Et moi, pour l'avoir vécu, si tu veux, moi j'ai vécu ce moment un peu agaçant à la maternité où ma compagne qui vient de subir une césarienne qui peut pas se lever, on vient t'apprendre le bain du bébé et en fait, t'es dans la pièce et on va s'adresser à elle qui ne peut pas se lever pour aller au lavabo. Oui. Donc, c'est classique. Et il faut que je me lève et que je dise, excusez-moi, non, vous allez vous adresser à moi parce que ma compagne ne peut pas se lever et de toute façon, j'ai envie de savoir comment m'occuper de mon bébé. Oui. Ah oui, mais enfin, c'est bon, monsieur. Non, vous m'expliquez à moi et j'expliquerai à la mère. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben si, c'est comme ça qu'on va faire en tout cas. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.